Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs, et dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Ceux qui ont raté les temps forts de l'actualité, eh nous allons récupérer aujourd'hui avec Deli Sesanga, qui est président de son parti L'Envol et coordonnateur de AR. Il va nous dire c'est quoi AR et très heureuse de vous recevoir. C'est quoi AR en fait? C'est l'alternance pour la République. L'alternance pour la République. Donc vous vous battez pour cette alternance? Absolument, c'est notre souhait et nous pensons que ce pays en a besoin. C'est une nécessité vitale aujourd'hui que d'avoir l'alternance. Mais il y a quand même des grands dirigeants de ce monde qui pensent, et surtout en Afrique, qui pensent que l'alternance ne rime pas forcément avec bonne gouvernance et pas forcément avec démocratie aussi. Non, l'alternance... À l'africaine, hein, démocratie à l'africaine. Il n'y a pas de démocratie à l'africaine. La démocratie, c'est le droit du peuple à pouvoir se désigner leurs dirigeants, à pouvoir se donner un destin. Et nous pensons qu'il n'y a pas d'exception à la règle. La seule chose que nous disons, c'est que l'alternance est une respiration nécessaire dans une démocratie. Arrive un moment donné, lorsque une équipe au pouvoir a échoué, comme c'est le cas dans notre pays, l'alternance devient à la fois une nécessité, mais c'est même une question d'hygiène politique que de pouvoir tourner pour que le peuple puisse se retrouver. Et donc nous disons que l'alternance est une vertu. Mais l'alternance peut se faire dans le même camp. Aujourd'hui, ça peut être aussi une sanction positive. On ne pense pas tout le temps que c'est une sanction négative. Non, ça dépend de ce que vous appelez l'alternance. L'alternance, c'est au fond le transfert, le pouvoir. Non, on ne peut pas alterner dans un même camp politique. Ça veut dire que l'alternance, le pouvoir passe d'un camp à un autre. Okay. Lorsque un camp conserve le pouvoir, c'est qu'il n'y a pas d'alternance. En revanche, une démocratie peut vivre pendant un temps sans une alternance. On l'a vu au Japon, où pendant plus de 50 ans, c'était le même, oui, c'était le même pouvoir. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. La démocratie veut que l'alternance se passe lorsque le peuple le souhaite et lorsque une équipe au pouvoir n'est plus en mesure de répondre aux besoins de ses concitoyens. Et nous considérons dans notre pays que Joseph Kabila et son camp politique ont lamentablement échoué pendant toutes ces années où ils ont gouverné, et particulièrement sur les 5 dernières années. Étant hors mandat aujourd'hui, le temps est venu peut-être de faire le bilan de ce pouvoir. Un chaos sur le plan politique, incapable de consolider la démocratie, de réformer l'État et lui donner les moyens de pouvoir être à la fois autonome et indépendant. Sur le plan économique, un désastre complet, et sur le plan social, c'est une misère complète du peuple congolais. Et face à ce tableau noir, il n'y a que l'alternance qui peut sauver encore ce pays et redonner de l'espérance à nos concitoyens. Nous allons y revenir. Nous prenons le tout premier sujet. Cette semaine, il y a eu encore évasion à Kinshasa, dans la commune de Kalamou. C'était le branle-bas ce jeudi, en tout cas dans les avant-midi, si je ne me trompe pas. Et nous suivons pour ce premier condensé la descente du Premier ministre Bruno Tshibala à la commune de Kalamou. Bruno Tshibala veut des explications claires relatives aux événements ayant marqué la journée de jeudi 29 juin, ici au commissariat urbain de Kalamou. Des explications, il y en a eu de la bouche du bourgmestre de Kalamou. Jean-Claude Kadima relate ici le fait. Il y a eu un groupe de gens, une dizaine de personnes qui se sont pointés à l'état-major district Funa, c'était vers 12 h. Ils ont attaqué les éléments qui étaient là. Ils étaient aussi armés. Ils ont tenté de forcer, de pénétrer l'état-major, mais il y avait une résistance farouche de la police. Et la police a résisté et la population aussi nous a aidés. Il y a un assaillant qui est tombé sur place. On a capturé 3. Du côté de la police, il y a eu 7 blessés, dont mon garde du corps qui vient de succomber ce matin. Après Kalamou, direction l'inspection provinciale de la police-ville de Kinshasa. Ici, plus d'une centaine d'individus ont été interpellés lors du bouclage. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, explique. La police s'est organisée pour traquer tous ces inciviques qui veulent semer l'insécurité dans la ville. Donc, vous pouvez vous cacher comme vous voulez, à la fin,
vous aurez besoin d'un pain, d'une boîte de sardines, des quinines, ainsi de suite. Vous serez obligé de sortir. Et là, sachez que la police est là. Parce que ces patrouilles vont rester indéfiniment. Parce que les Quinoises et les Quinois ont besoin de la paix. Le Premier ministre a clôturé sa journée avec les seigneurs. Bruno Tshibala a commémoré la fête de l'indépendance dans la méditation. Délice Sanga, vous êtes député national de la circonscription de Louisa, si je ne me trompe pas, mais vous êtes quand même ici à Kinshasa. Comment expliquez-vous ces évasions dans les communes, dans les prisons à Kinshasa et aussi à l'intérieur du pays? Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces évasions? C'est un phénomène général. Il faut qu'une enquête puisse établir les faits, savoir ce qu'il en est. Mais à l'analyse, et quand on voit le fait, ils traduisent le déficit d'autorité de l'État. Lorsque le lieu où cette autorité doit s'exercer avec le plus de présence, à savoir la prison, les palais de justice, sont ainsi pris, cela démontre en fait que l'État est absent dans ce pays. Et que surtout, la politique de sécurité n'est pas assez préventive pour protéger nos concitoyens, mais pire, de protéger ceux qui l'exercent au nom de l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires, les administrations. C'est une situation de non-État qui ne peut pas durer parce qu'elle est facteur de misère pour nos concitoyens qui laissent très souvent leur vie. 7 policiers blessés et le garde du corps du bourgmestre de la commune de Kalamou est décédé. Vous l'avez suivi, toutes nos condoléances. Et vous avez suivi le gouverneur de la ville qui a dit que non, les patrouilles resteront indéfiniment. Nous sommes donc dans un état d'urgence de fait. Je ne sais pas si c'est de l'état d'urgence, encore que dans ce pays, on ne respecte pas les règles. On ne sait jamais quand on est dans l'état d'urgence. On ne sait pas quand il y a un état de siège. C'est un no man's land juridique. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de prévention. L'État est en permanence dans la réaction. Et ce type d'action dans un État organisé, dans un pays comme le Congo, ne devrait pas se passer parce que vous avez vu aujourd'hui que l'insécurité s'est déplacée du terrain où il était à l'est pour devenir urbaine et ensuite pour se généraliser dans l'ensemble du pays. Donc ce n'est pas qu'une question de Kinshasa ou une question des prisons, c'est l'échec de la politique sécurité menée par le gouvernement depuis 10 ans, parce qu'il faut le dire, cette majorité est au pouvoir depuis 10 ans et elle a été incapable de formuler des réponses adéquates à nos problèmes de sécurité, à la fois urbaine et... Mais ces évasions, pourquoi maintenant? Il y a aussi cet aspect temps, cet aspect timing. Pourquoi ces évasions seulement pendant cette année, l'année électorale, ne nous voilons pas la face? Pourquoi cette année, il y a tant d'évasions dans les prisons? Écoutez, ce que nous avons constaté, c'est que depuis 2015 à aujourd'hui, on a vu une dégradation continue de la situation sécuritaire. Et les niveaux de menaces augmentaient. Là où il n'y en avait pas, notamment dans certains centres urbains, on va apparaître de nouveau cette insécurité urbaine. Elle traduit d'un côté cette inefficacité de l'État, mais l'enquête devrait pouvoir l'établir. On ne sait pas. Est-ce que c'est monté quelque part et qui a intérêt à tirer profit aujourd'hui de la situation de la Chienlit que cette insécurité organise? Ça devient un prétexte à tout et excuse à toutes les forfaitures du gouvernement. Nous disons que c'est une situation déplorable et que nous continuons à déplorer dans notre pays qu'une insécurité aussi criante s'installe. On n'a jamais vu dans un État... L'opposition n'est pas derrière tout ça, parce qu'on a vu que l'opposition veut créer cette insécurité pour qu'il n'y ait pas d'élection, parce que vous n'êtes pas encore prête pour les élections. L'opposition à Bodo, on peut mettre sous l'opposition tout ce que l'on veut, mais cette opposition dont vous parlez, en ce qui nous concerne, l'Alternance pour la République, nous sommes prêts depuis l'année dernière pour aller aux élections. Nous avons un candidat à l'élection présidentielle à la personne de Moïse Katumbi. Nous avons préparé à l'intérieur de notre plateforme une stratégie pour aborder les législatives. Et dans les jours prochains, je vous annonce que la semaine prochaine, nous allons avoir un atelier pour évaluer la situation générale du pays. Et dans les jours prochains, nous donnerons notre position sur l'ensemble de ces questions. Je ne peux pas
accepté que l'on dise que l'opposition dans ce pays soit celui qui tire l'épingle du jeu. Nous avons mobilisé les Congolais pour exiger que les élections aient lieu. Et vous pensez que ces Congolais qui nous ont suivis ont versé leur sang parce que l'opposition veut tirer profit d'une quelconque situation. Mais enfin, c'est le gouvernement qui est en charge de s'occuper. Vous avez cité Moïse Katumbi. Nous sillonnons les nets, nous posons la question à la diaspora, aux Congolais. Ils disent que non, peut-être que c'est Moïse Katumbi qui veut tout ça parce qu'il sait qu'il ne rentrera pas dans ce pays. Vous avez suivi d'ailleurs la réaction du PGR qui a levé la mesure par rapport à sa sortie sa sortie du pays parce qu'il était malade. Il a levé cela, donc c'est comme un fugitif aujourd'hui, Moïse Katumbi. Est-ce qu'il n'est pas aussi derrière tout ça? Soyons francs un peu. Nous parlons à cette population. Je pense que la complexité que l'on accorde aujourd'hui au cas de Moïse Katumbi exigerait peut-être qu'on ait un ministère chargé des affaires Moïse Katumbi. Ce serait beaucoup plus juste. Comme à l'époque, vous savez, sous Hitler, il y avait un ministère chargé des Juifs, de la question juive. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut un ministère chargé des affaires des Katumbi. Ce serait beaucoup plus net. C'est quand même assez regrettable que dans un pays, quelqu'un fasse l'objet d'autant d'acharnement simplement parce qu'il s'est prononcé pour aller à l'élection présidentielle et se présenter au suffrage de notre peuple. Comment peut-on mettre tous ces faits sur le dos de Moïse Katumbi alors qu'on n'a aucune évidence? Notre pays est un pays de la rumeur. Ça, j'excuse la rumeur qui peut dire ça. Mais lorsque cela vient des autorités publiques, rappelez-vous de l'affaire de 650 mercenaires. Au fond, dans cette affaire, il n'y avait rien. Pas cette affaire des 650 mercenaires que personne n'a jamais présentée. Mon avis, un ministre en fonction, soutenir Roubi qu'il y avait 650 mercenaires et qu'il y avait des preuves que l'on entend toujours. Alors, ensuite, il y a eu cette affaire de soi-disant spoliation de maison avec un sujet grec du nom de Stupis. Et aujourd'hui, on parle de la question de la double nationalité. Bon, je pense qu'au lieu de le faire par séquence, on pourrait créer un ministère chargé des affaires de Moïse Katumbi. Ce serait beaucoup plus juste. Nous prenons le deuxième dossier, mesdames et messieurs. C'est la, comment je peux dire, la non-commémoration du 30 juin. Voilà, cette année, le 30 juin est passé comme cela, mais il y a quand même certains partis qui n'ont pas laissé cela comme cela. Je me permets cette éthologie. Le PPRD a commémoré le 30 juin et évidemment, Congo Web Télévision est descendu sur le terrain comme à l'accoutumée pour poser la question à ces Congolais par rapport à cette grande fête qui est la fête de l'indépendance. Venus de tous les horizons de la capitale, les militants du PPRD se sont donné rendez-vous ici, à l'esplanade de l'Unité, située à la place Royale. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Et c'est en chœur qu'ils reprennent ce discours prononcé par Lumumba le 30 juin 1960, date de l'accession de notre pays à l'indépendance, une sorte de testament qui a encore tout son sens 57 ans après. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Pour Marcelin Chisambo, l'exercice de cette lecture est importante. Je crois qu'il faut lire et relire le discours et se demander où nous allons. Le président de la Ligue des jeunes du PPRD estime pour sa part qu'il est temps pour que la RDC acquiert sa seconde indépendance. Nous estimons que le 30 juin c'était la première indépendance et nous devons continuer le combat de nos pères pour avoir la seconde indépendance qui est celle de la liberté d'esprit, quitter ce néocolonialisme qui est en train de prendre corps, qui veut inféoder le Congo alors que nous sommes un État souverain et indépendant. C'est dans la méditation que cette commémoration s'est clôturée sur fond de la célèbre chanson d'indépendance, Tcha Tcha.
c'est une grande fête nationale pour nous. Il devrait y avoir des grandes manifestations, mais ce qui n'est pas le cas, dû à quoi? À la situation du pays qui est compliquée, les politiciens ne s'attendent pas, il y a des problèmes, la situation économique qui ne marche pas, donc c'est vraiment déplorable pour nous, Congolais. Évidemment, c'est un constat amer, au fait, parce que 57 ans d'indépendance, ce n'est pas peu de choses. Il faudrait quand même qu'à chaque fois qu'il y a un tel événement, que nous festoyons. Soit des messes organisées, qu'il y aurait quelque part des colloques, qu'il y aurait quelque part des séminaires, mais personnellement, je n'ai rien entendu. Le 30 juin, mkolo munene lokola ya lelo vraiment tokamwe makasi iloko mongo esalami te iliyaka ndenge wana bo tozwe batina te mais tozotaka na miso kaka ndenge wana. Biso toza ba jeune tozomona ke comme mboka na biso ezokokende na émergence ezokende na développement, il faut totika temps tolongola ba biloko mosusu ya hasard. Tozala vraiment te na ba sentiment, to projeter na budget na biso mboka emata, to projeter na social ya lobi ndenge mokonzi mboka zoko kanisa, to tika vraiment ba fête ba dépenses ba na conception na nga en tant que jeune pour to émerger pays na biso, il faut to éviter ba dépenses de part et d'autre, to conserver mbongo na biso pour to projeter social ya peuple congolais. Délice Sanga, vous avez suivi ces Kinois qui ont parlé par rapport à la non-célébration de la fête de l'indépendance. Pour vous, devons-nous aussi éviter les dépenses, comme l'a dit ce monsieur, pour mettre l'argent ailleurs et penser à autre chose, au social, à l'émergence et tout ça, éviter les dépenses inutiles, comme l'a dit ce Kinois. Mais votre reportage démarre, ce n'est pas les Kinois, là. Ce que je vois, c'est un parti politique, celui de la majorité, dans un spectacle que je trouve assez ridicule, un discours assez suranné par rapport au contexte aujourd'hui. On posera la question. Parler des néocolonialismes me paraît assez grave. Je vais vous poser la question mais par rapport à ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Quelque chose de beaucoup plus grave que ça, c'est le fait que on voit en plein boulevard un parti politique organiser une manifestation là où l'autorité urbaine a décrété une interdiction de manifestation politique sur l'étendue du territoire national de la province. Et dans toutes les provinces, le rassemblement, l'alternance pour la République, nos partis politiques ne peuvent pas marcher. Et nous ne pouvons pas accepter que ce type de discrimination se poursuive. Et que ceux qui gouvernent ce pays le gouvernent comme un parti-État. Et voyez-vous, Lumumba est un prétexte. Ce qu'ils font, c'est ce que Lumumba a justement refusé de faire. Prendre le pays en otage. C'était un nationaliste. Brimer les libertés publiques. Parce que dans ce discours qu'ils lisent, je crois qu'ils en ont compris le sens, Lumumba parle de la liberté. On nous refuse, Lumumba disait, on nous refuse la liberté parce que nous sommes noirs. Là, aujourd'hui, on nous refuse, nous, Congolais, parce que nous sommes opposants. Donc, ils ne sont pas dignes de faire ce qu'ils font. Alors, par rapport à la question, le jeune gens, ce que disent les jeunes gens, je crois qu'il y a un problème d'éducation civique et j'ai vu l'écharpe autour du cou appartiennent à un camp politique, celui de la majorité présidentielle. Le fait que le pays va très mal, c'est qu'on dit les évêques, que le président soit malade, ne justifie pas en soi qu'il n'y ait pas de festivités nationales, parce que cette fête de l'indépendance, qui pour certains d'entre nous, moi, le président de la République et d'autres, c'est un événement qui s'est passé à une période où on n'est pas né, ne nous appartient pas, appartient à l'histoire du Congo. Et donc, personne ne peut la lier, ne peut le lier à sa condition physique ou personnelle. C'est tuer la mémoire. Voilà. Vous savez, nous, c'est tuer la deuxième fois les martyrs qui sont tombés en 1959 et les pères de l'indépendance. C'est tuer la mémoire de ce pays parce que pour nous qui sommes nés sous la Deuxième République, moi je suis né sous la Deuxième République, nous n'avions pas accès à l'histoire. Moi j'ai connu l'histoire du Congo lorsque je suis allé pour les études à l'extérieur. Là, j'ai eu accès à toutes les sources historiques pour le connaître. Et les jeunes gens de notre pays aujourd'hui ne peuvent pas sombrer dans l'obscurantisme dans lequel on voudrait les plonger et tenir ces discours-là. Le 30 juin est une date de fierté nationale et qui devrait être célébrée en tant que telle sur toute l'étendue du territoire national, indépendamment de la situation morale, matérielle, physique des uns des autres. Vous avez suivi Kanga qui a dit qu'il nous faut une seconde indépendance.
Et on vous reproche souvent, vous de l'opposition, je vous ai au plateau, que vous êtes sous la botte des impérialistes, sous la botte des ambassadeurs ici à Kinshasa, sous la botte des Occidentaux. Alors pour vous, il nous faut cette seconde indépendance. Vous savez, les jeunes gens, on leur met dans la tête, dans la bouche des choses qu'ils répètent comme des onomatopées. Je vais dire une chose, l'indépendance, la seconde indépendance dont parlait Lumumba, c'était l'indépendance économique. Voilà un gouvernement qui est là depuis 10 ans, hormis la petite période de 2008 où il y a eu une forte crise mondiale, où le pays était en forte croissance et qui a fait un gâchis extraordinaire pour transformer ce pays et qui n'a pas entrepris les réformes nécessaires pour que nous puissions créer cette prospérité des masses à laquelle Lumumba nous invitait. Et donc, cette seconde indépendance n'est pas à rechercher dans l'économie budgétaire sur le fait à faire, elle est à rechercher dans l'incapacité, la corruption d'un système politique qui n'a pas été à la mesure des défis sur les 10 dernières années. Donc, c'est un discours rodé, mais qui n'a aucun sens et qui ne mérite même pas. Et l'envol n'a rien fait par rapport à cette fête de l'indépendance? Pas d'atelier, pas de colloque, rien du tout. Vous étiez dans la méditation aussi? Non, pas dans la méditation. Nous sommes dans un atelier dans le cadre de l'Alternance pour la République la semaine prochaine et nous vous donnerons notre position sur cette situation. Mais je peux vous dire que l'envol, comme tous les autres partis de l'opposition aujourd'hui, sont interdits de droit de cité pour faire des manifestations comme vous venez de voir là. Et c'est ça qui est beaucoup plus grave. Lorsqu'on célèbre la liberté et qu'on la prive à tous les autres. Lorsqu'on célèbre la liberté d'expression, il parle de Lumumba. Le discours de Lumumba, c'est la liberté de la parole, c'est la liberté d'expression et exprimée de la manière la plus solennelle. Mais vous avez vu, lorsque les évêques ont pris position, comment les réactions ont été? Et vous savez, lorsque l'opposition entend mobiliser la population, entend faire une manifestation pacifique, allez. J'ai une élite avec moi, franchement, avant de passer à autre chose. Sommes-nous réellement indépendants, l'Élysée Sanka? L'indépendance est une question de liberté. La liberté est d'abord une question d'état d'esprit, une tension intérieure par rapport à l'extérieur, par rapport à soi, par rapport à son milieu. La plupart des Congolais sont libres aujourd'hui. Ils le savent. Et dans leur foyer, dans leur cité, sur le territoire national, la plupart de ces Congolais se mobilisent assez spontanément sans qu'ils attendent de qui que ce soit un ordre ou qu'ils obéissent à celui-ci. Par contre, les gouvernements dans notre pays, et en particulier sur ces dernières années, a considérablement échoué et a hypothéqué l'indépendance nationale. Aujourd'hui, nous n'avons pas vous parliez de problèmes sécuritaires, on n'a pas une armée, une police qui soit au niveau des défis qu'impose un territoire comme le Congo, et tout le monde le sait. Le Congo est plutôt une menace à la sécurité sous-régionale qu'un atout pour les autres. Le Congo est une menace de sécurité pour son propre peuple. Nous en avons compté au niveau du Kasaï. Vous avez commencé votre sujet avec la situation ici à Kinshasa. Je ne vous parle pas de l'Est, je ne vous parle pas du cas de Fizi. Donc c'est un échec total. L'indépendance, c'est aussi la prospérité partagée par les Congolais. C'est cette espérance qui doit être construite. Dire à un jeune aujourd'hui qu'il vivra mieux que nous parce qu'il est dans un pays qui donne de l'espérance. Tous ces éléments n'ont pas été au rendez-vous. La liberté de nos provinces, qui a été totalement confisquée par un gouvernement qui a été incapable de mieux assumer la réforme de la décentralisation et de la justice. Et enfin, l'indépendance, c'est une justice indépendante. C'est dire dans un pays que lorsque les choses ne marchent pas, je peux saisir un juge qui soit indépendant, qui tranche en droit et qui ne tranche pas suivant la condition qui est la mienne. La justice doit être aveugle, n'est-ce pas? Et elle tranche simplement sur base du balancier de la sanction impartiale. Voilà. Et ce balancier n'existe pas pour la plupart d'entre nous, donc ne sont pas forcément indépendants dans ce pays. Voilà, nous prenons le troisième dossier, c'est par rapport à la réaction de notre ministre chargé des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, par rapport au sommet RDC-RCA. Deux pays liés par une très forte coopération dans presque tous les secteurs. Et encore une fois, notre micro est descendu dans la rue pour poser la question par rapport aux sanctions contre les autorités nationales.
Mais ce qu'il faut particulièrement dire dans cette grande commission mixte, s'il y a un traité sur le grand IGA qui a été conclu entre la RDC et la République sud-africaine. Vous savez que le projet IGA est très convoité par la République sud-africaine qui souffre d'une carence énorme en matière énergétique. Donc il était question de voir si les accords qui ont été signés sont appliqués. S'ils ne le sont pas, alors à ce moment-là, il faut accélérer leur application. C'était un domaine important. En même temps aussi, d'autres questions d'ordre varié, notamment en matière de commerce, ont été abordées. Sur la question en matière de défense et sécurité, vous savez très bien que nous avons bénéficié de la formation de la République sud-africaine, notamment en ce qui concerne nos policiers et nos militaires. Il a été conclu que dorénavant, il est question plutôt de former les formateurs plutôt que les militaires au sens strict du terme, pour permettre à ce que nous prenions même l'autonomie en matière de formation de nos forces d'armée et en même temps aussi de la police nationale. Voilà, mais pour le reste, il faut dire que la question politique n'a pas été en reste, parce que, comme vous savez, notre pays fait l'objet de beaucoup d'interférences extérieures, donc extra-continentales. Les deux chefs d'État, dans le cadre de cette grande commission mixte, ont stigmatisé ces ingérences et ont préconisé que tout soit mis en œuvre pour éviter ces interférences. Je crois que cette question sera abordée aussi au sommet de l'Union africaine qui doit se tenir à la fin de ce mois. Les sanctions infligées aux autorités de la République démocratique du Congo ne constituent pas une ingérence, mais plutôt une sympathie à l'égard des Congolais, nous dit cet homme. Ce n'est pas une ingérence à quel point? Lorsque ces gens-là compatissent, c'est une compassion qu'ils manifestent. Et ils ont compris, mais pourquoi la population du Congo souffre alors que ceux qui le dirigent ont des comptes à l'étranger pleins de l'argent? Ça n'a pas de sens. Le peuple a besoin que le pays soit bien géré, bien gouverné, pour qu'il retrouve son compte. Malgré cela, la République démocratique du Congo bénéficie toujours du soutien de ses partenaires extérieurs, tel que démontré à Genève. Ce n'est pas toute la communauté internationale, parce qu'on a vu dernièrement à Genève la grande victoire que le pays de Lumumba, la RDC, a remportée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On voit bien que toute la communauté internationale n'est pas unie autour des idées impérialistes et néocolonialistes. Les peuples africains ont dit ils ont soutenu que ce soit la République démocratique du Congo qui garde la direction de cette enquête. Cela démontre l'éveil des peuples africains, et le peuple congolais doit saisir la balle au bon pour soutenir les autorités et défendre par tous les moyens la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ce Quinois, bien qu'il relativise le débat, il trouve néanmoins en ces sanctions un moyen de faire pression pour la tenue des élections en décembre 2017. Si ces sanctions-là vont aider le peuple congolais, là, j'ai dit, bon, quand même, c'est bien. Mais si ces sanctions-là vont hypothéquer notre souveraineté, ça, bon, j'ai dit non. Mais du moins, dans les cas d'espèce, ces sanctions-là sont les bienvenues, parce que ça pousse nos dirigeants à organiser les élections qui étaient attendues par le peuple congolais. Pendant ces temps, les processus électoraux se poursuivent à Kinshasa avec l'enrôlement des électeurs, une opération qualifiée de casse-tête par certains Quinois. Délice Sanka, c'est quand même une bonne chose, la coopération sud-sud, donc la coopération entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Dans presque tous les domaines, on l'a cité, hein, énergétique, militaire, commercial et tout ça, donc c'est une bonne chose. Le Congo a une vieille tradition de coopération sud-sud, ça ne date pas avec le régime Joseph Kabila, c'est ancien. C'est la vocation même du Congo, nous sommes au cœur de l'Afrique et nous appartenons à plusieurs ensembles sous-régionaux. Et nous sommes appelés à coopérer avec les pays frères africains. Cela ne pose pas un problème. Encore que
dans le cadre de cette coopération, il faut promouvoir les intérêts réciproques et ensuite assurer la promotion de certaines valeurs communes. Et là, il me semble qu'il peut y avoir quelques problèmes, mais la coopération... Quel problème par exemple, dans cette coopération, vous avez... Écoutez, nous pensons par exemple que, quel que soit le partenaire, africain, occidental, américain ou autre, le peuple congolais, depuis 1990, a fait le choix d'aller vers un système démocratique. Mais c'est aussi notre choix qui doit pouvoir être consolidé et renforcé dans les partenariats que nous avons avec les autres. Et dans la plupart des instruments, que ce soit au niveau de la SADC, que ce soit au niveau de la COMESA, que ce soit dans le partenariat que nous avons avec l'Union européenne, la valeur démocratie, liberté, respect des droits de la femme, ainsi de suite, reviennent. Et lorsque nous souscrivons à ce type de valeurs, je pense aussi que les pays africains devaient faire davantage attention. Donc vous comprenez quand même le soutien de quelques pays africains qui stigmatisent l'ingérence, les ingérences extérieures, comme le dit si bien Cheo Kitundu, notre pays. Il y a trop d'interférences extérieures par rapport à divers problèmes, surtout par rapport au problème du Kasaï. Dernièrement, prenons l'exemple du Kasaï, vous avez vu, selon cette majorité, l'écrasante victoire de la diplomatie congolaise par rapport à cette commission internationale qui devait venir enquêter sur le Kasaï. Quelle est votre lecture de ce soutien des pairs africains? Ça me fait rigoler que Cheo Kitundu, qui connaît bien la scène internationale, découvre l'ingérence au soir du mandat du président de la République à la fin de ce quinquennat et dans l'impasse politique où nous sommes. Et que de tout temps, les faits ont démontré qu'ils ont été le plus souvent plus friands de cette ingérence que toute autre chose pendant les années fastes. N'en déplaise aux uns aux autres, aujourd'hui, ce qu'ils appellent ingérence, c'est en fait un simple rappel à nos engagements internationaux. Lorsque vous prenez les engagements de Cotonou, dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, il y a des valeurs qui sont affirmées, la démocratie, les élections libres, la liberté, les droits de la femme. Qui sont garantis en République démocratique du Congo, Denis Sanga. Le président de la République n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'élections. Il a répété d'ailleurs dernièrement en Afrique du Sud où il a dit qu'il y aura des élections dans ce pays. Je ne parle pas des paroles et des discours des uns des autres, mais vous devez vivre dans un autre pays pour dire qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, les droits de l'homme sont suffisamment garantis et la liberté garantie. Il y a des forts sujets de préoccupation sur ce terrain-là et qui conduisent la plupart de nos partenaires à rappeler la République démocratique du Congo à son engagement. Et lorsque l'Union européenne prend un certain nombre de mesures qui ne sont pas des sanctions, parce que le mot est un peu galvaudé, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des mesures administratives qui sont prises dans les cadres de l'Union européenne. C'est comme les sanctions vis-à-vis des autorités, de quelques autorités congolaises. Écoutez, simplement, lorsque le Congo dit « je ne veux pas que Ida Sawyer, qui s'occupe des droits de l'homme pour Human Rights Watch, ne vienne plus au Congo », personne ne lui a fait le procès. On dit, bon, on aurait bien voulu venir, mais c'est le droit du Congo de prendre. Comme Sonia Rollet. C'est exactement la même chose pour des raisons qui leur sont propres. Pour des raisons que l'Union européenne a expliquées, l'entrave à la démocratie, elle a pris une série de sanctions à l'endroit des uns et des autres. Et les traités de l'Union européenne offrent des mesures, disons, les possibilités de recours contre ces mesures administratives si les intéressés estiment que ces mesures sont... Vous êtes juriste, si je ne me trompe pas. Je parle ici comme Congolais. Hein. Non, mais prenons aussi cet exemple. Est-ce que ces sanctions-là ne tombent pas indirectement pour la République démocratique? J'ai reçu quelqu'un la semaine passée. Ce n'est pas de l'ingérence. S'il vous plaît, Denis Sanga. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit que ces sanctions vont aussi indirectement pour la République démocratique du Congo. Comme Mende, il donne l'exemple de Mende, par exemple, qui est ministre de la Communication, qui est sanctionné par l'Union européenne. Mais indirectement, c'est la RDC qui est sanctionnée. Parce que s'il y a, par exemple, des forums, quelque chose à l'extérieur, Mende ne peut pas y aller. Donc, c'est la République démocratique du Congo qui est aussi indirectement sanctionnée.
Oui, dans les effets. Oui. En effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo, on ne peut pas le nier, il est handicapé par ces sanctions qui frappent les individus. Ça, c'est réel. Ce sont des mesures individuelles. Ce sont des mesures individuelles. Mais le gouvernement, vous savez, c'est un corps solidaire. On n'est pas obligé d'envoyer Mende, on n'est pas obligé d'envoyer tel qui est sanctionné. On peut envoyer quelqu'un d'autre qui, lui, n'est pas sanctionné. Donc on pourrait pas de problème. Mais j'ai compris aussi que le gouvernement s'en foutait un peu de tout cela. Donc, ceci est sans intérêt. De l'autre côté, quand on prend ces mesures restrictives de liberté, j'ai suivi l'Union européenne, ces mesures sont prises. Et s'il y a des progrès qui sont faits sur le terrain de la démocratie, on peut les lever. Ces mesures peuvent être élevées. Et par rapport à la victoire de la diplomatie, par rapport à cette commission pour le Kasaï, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a dit qu'il n'y aura pas de commission internationale pour enquêter dans le Kasaï? C'est une victoire pour la RDC, selon vous? D'abord, on raconte tout et n'importe quoi. Il y aura des experts internationaux qui seront là, dotés des moyens propres pour pouvoir... Sous la houlette du gouvernement congolais. Cela n'empêche pas que ceux qui vont venir puissent établir les faits. Encore que je suis curieux de voir que dans un pays où on parle des faits graves, de fausses communes, des personnes tuées, vous avez lu mon rapport que j'ai fait et qui aujourd'hui... On va en parler tout à l'heure dans le prochain... Qui aujourd'hui fait autorité, parce que j'ai vu que la SENCO a repris les mêmes éléments et qu'au niveau de Genève, ces éléments ont été repris en termes de nombre de victimes. Qu'un gouvernement se gosse et dise aujourd'hui, nous avons remporté une victoire. Y a-t-il une victoire sur les morts? Moi, je suis du Kasaï. Je suis, comme citoyen congolais, estomaqué de voir que certains disent on a remporté une victoire. La seule victoire qui va ici, c'est celle de la vérité, de la transparence dans ce qui s'est passé au Kasaï. La seule victoire qui mérite d'être célébrée, c'est le jour où les faits sont établis, que les auteurs soient sanctionnés, quel que soit leur rang et leur qualité. Voilà, nous prenons le prochain sujet, c'est l'enrôlement à Kinshasa. L'enrôlement, en tout cas, continue son train habituel. Angalima, Congo Web est descendu Angalima, et le communiqué de Maman Sidikou de la MONUSCO par rapport toujours aux élections. Et comme vous le savez, Delis Sanga est député de la circonscription de la Luisa. Donc chez eux, il n'y a pas d'enrôlement. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus de détails dans ce condensé, mesdames et messieurs. L'ordre, la discipline sont là des dispositions observées dans ces deux centres d'enrôlement. Dès l'enregistrement à la remise de la nouvelle carte d'électeur, en passant par la pose des empreintes ainsi que la capture des photos, tout se passe normalement, à en croire ces personnes. Une difficulté. Neti lelo ifale na ke na banque kozwa mboko retirer mbongo mais baboyi kopesa ngai mbongo parce que na na carte ya kala. Sur scène qui mimbanko ya kozwa carte na ngana umeli pete pona koyeba na kozwa carte esunga pona mama misala kotambola na nzela butu soki ba kutana tana ba soda ba so les cartes na ngai na zona kimia eza bien eza vraiment très bien identité no mobimba surtout soki osala ta accident boy oyeba tina mile oyo vandaka. Ici les appels à l'enrôlement de la population se multiplient, ce qui noie emboîte les pas. La population est venue nombreux se faire enregistrer pour qu'ils aient leur carte. Parce que quand on n'a pas de carte, on ne sera pas voté. Que les membres de centres d'inscription sont là, ils sont à pied d'œuvre pour qu'ils arrivent à servir toute la population. Le nombre réduit des machines dans des centres d'enrôlement à Kinshasa rend difficile l'accès à la nouvelle carte d'électeur. Alors que tous mettent le cap sur la tenue des élections, le patron de la MONUSCO semble faire machine arrière. Maman Sidikou appelle tous les signataires de l'accord du 31 décembre 2016 à mettre en œuvre intégralement et de bonne foi ces compromis politiques sans délai. Selon lui, ça ne l'était pas encore. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC exhorte le gouvernement congolais à poursuivre et assurer la mise en œuvre intégrale et rapide des mesures de décrispation politique prévues par l'accord du 31 décembre 2016. C'est ce qui, selon lui, pourrait créer l'environnement politique et les autres conditions nécessaires
pour l'organisation des élections apaisées. D'après les communiqués de la MONUSCO, publiés ce samedi 1er juillet, l'appel de Maman Sidikou se joint à celui de plusieurs acteurs de la communauté internationale qui insistent également sur la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre pour une sortie de crise rapide. Délice Sanga, vous êtes député de la circonscription de la Luisa, vous êtes en vacances parlementaires. Est-ce que vous êtes déjà descendu chez vous? Je ne peux pas descendre sur moi. Vous savez que la situation sécuritaire est telle vous abandonnez que vos administrés? Aujourd'hui, non, on ne va pas les abandonner. Nous nous battons pour que la sécurité soit réinstaurée dans l'espace kassaïen et que ces populations puissent, comme toutes les autres populations sous l'étendue de la République, s'enrôler et s'acquitter de leurs devoirs civiques. Vous comprenez la position du gouvernement de la CENI de ne pas, qu'il n'y ait pas l'enrôlement au Kasaï? Non. Pourquoi? Non, parce que je la comprends pas. Si il y a des attaques, quand les agents de la CENI sont attaqués, quand les populations s'enfuient, quand il y a insécurité... Le président de la CENI, Corneille Nangaa, était déjà membre de la CEI à l'époque. Il faut lui poser la question, comment est-ce qu'ils ont enrôlé à l'Est pendant la période trouble? Comment est-ce qu'en 2011, cela a été fait? Comment est-ce qu'en 2006, pour les élections de 2006, cet enrôlement s'est passé? Et encore qu'aujourd'hui, il y a des zones qui permettent que cet enrôlement puisse avoir lieu. Nous ne voudrions pas qu'une chose soit faite. Nous refusons que le Kasaï devienne l'arbre qui cache la forêt, celle du refus d'organiser les élections, de les retarder, en prétextant qu'on ne peut pas organiser les élections sans le Kasaï. C'est mal dit. Il a dit, mais c'est mal dit. Sans le Kasaï. C'est mal dit. Comment ça? Ben, écoutez, l'élection aura lieu avec l'ensemble des électeurs, mais nous disons, il ne faut pas que le Kasaï devienne l'excuse facile. Ce que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas le Kasaï. Kinshasa, il n'y a pas de guerre à Kinshasa. Il n'y a pas de guerre à Kinshasa. Mais on n'a pas senti cette montée en croisière de l'enrôlement. Toujours difficile de se faire enrôler. Il ne faut pas suivre ces petits spots. Moi, je n'ai pas encore obtenu ma carte non plus. C'est très difficile. Dans le Maï-Ndombe, nos fédérations nous ont dit toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui, que ce soit dans les territoires de Inongo, dans les territoires de Koutou, de pouvoir se faire enrôler. Dans le Kwilu, dans le Kwango, dans le Bas-Congo, savez-vous comment ça se passe? Partout, c'est pareil. Ça se passe très mal. Ça se passe très mal. L'enrôlement aujourd'hui est une vaste opération qui est montée pour justifier qu'à la fin du mois de juillet, on n'a pas fini d'enrôler parce qu'il y avait le Kasaï. Non. Nous disons au 31 juillet, il faut que l'enrôlement soit terminé et que la CENI puisse publier le calendrier parce qu'il n'y aura pas d'excuse cette fois-ci. Nous n'accepterons pas. Vous savez que c'est impossible, Delisa. Vous savez que c'est impossible, la publication de ce calendrier. Vous le savez. Et même les élections, c'est quasiment impossible en 2017. Vous le savez. On a vu les deux chambres fainéanter pendant 3 mois, au lieu de faire le boulot. Il y avait la loi électorale qu'il fallait examiner. Elle n'a pas été examinée. Nous proposions d'ailleurs à l'époque qu'une loi d'habilitation soit prise et que le gouvernement, par des ordonnances-lois, puisse statuer sur ces matières le moment venu pour gagner du temps, et qu'à la session de septembre, on puisse les ratifier, mais rien n'a été entrepris. De l'autre côté, on voit que cet enrôlement va à tâtons. Alors, l'argument qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est de dire, pas d'élection sans le Kasaï ceci, le Kasaï cela. Non. Mais si Nangaa a réussi sa mission, ça veut dire qu'au 31 juillet, l'enrôlement dans tous les pays est terminé, au moins celui du Kasaï est resté. Là, nous pourrions comprendre quelque chose. Mais si au 31 juillet, on me dit, celui du Kasaï n'est pas fait parce qu'il y a de l'insécurité, mais qu'en même temps, ici à Kinshasa, on n'a pas terminé, au Bas-Congo, on n'a pas terminé, ça veut dire qu'il y a un autre problème, c'est-à-dire c'est un plan orchestré pour éviter que les élections se tiennent dans le délai tel que nous nous sommes entendus, c'est-à-dire à fin décembre 2017. Revenons aux chiffres, parce que je récupère vos éléments à Info 7, vous parlez des chiffres. Est-ce que ces chiffres sont corrects, exacts? Parce que le gouvernement, des morts, de tout ça, parce que le gouvernement conteste ces chiffres. Comment vous travaillez? Comment êtes-vous au courant qu'il y ait autant de morts?
Je ne vais pas mettre à découvert les réseaux avec lesquels nous travaillons. Nous avons des gens qui nous informent lieu par lieu. J'avais promis que nous allions publier un livre blanc. Le fonds de solidarité pour le Kasaï que nous avons mis en place travaille avec un réseau d'associations, des partis politiques, des notables dans les différents coins pour recueillir les informations et conserver les différents éléments. Et donc, le moment venu, parce que j'ai vu que le gouvernement s'est hasardé à publier son livre blanc à lui, dont nous publions notre livre qui sera un livre rouge, parce qu'il rendra compte du martyre que le peuple kassaïen subit depuis un moment. Et ces chiffres, nous les assumons parce que ce sont des chiffres documentés. Et nous sommes heureux aujourd'hui qu'au niveau de la communauté internationale, ce message était... C'est pas trafiqué avec les officines occidentales, parce qu'on a ouï dire aussi que vous avez besoin un peu... Non, mais pour une fois, j'ai été le premier à mettre la réalité sur ce qui se passe au Kasaï en termes de chiffres. J'ai donné ces chiffres à une date précise. Aujourd'hui, la communauté internationale est venue bien derrière pour confirmer le même chiffre en appui à ce que la Senko elle-même a pu recouper dans ses différentes paroisses. Je veux vous dire donc que nous n'avons pas, nous, subi la communauté internationale, mais c'est plutôt la communauté internationale qui a subi ce que nous avons fait et qui a vu que ce que nous disions était vrai. Vous savez, avant que je ne parle de 3000 morts au Kasaï, la communauté internationale, notamment certains bulletins de la MONUSCO, parlaient de 500 morts, comme le gouvernement parlait de 400. Nous disons, nous pouvons nous tromper. Nous disons, si nos chiffres ne sont pas vrais, alors qu'on nous donne les vrais. Parce que pour une tragédie qui est celle de milliers de morts, d'autant de déplacés qui sont dans les pays voisins, dans les provinces voisines, on nous dit qu'il y a eu 400 morts. Les dégâts qui sont causés sur le système d'habitat, les villages qui sont brûlés, qui continuent à être brûlés, les morts qui continuent à tomber, on nous dit qu'il y en a 400. Qu'est-ce qui se passe au Kasaï? Est-ce une guerre tribale? C'est quelle tribu contre quelle tribu? On ne comprend pas très bien. Parce que nous fouillons aussi, on nous dit que ce sont les Tchokwe qui tuent les Louba, ce sont les Pende qui tuent... Excusez-moi, mais on entend ça. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le fond du problème, à part la mort de Kamwina Sampou? Je vous ai dit en début de notre entretien... On a des amis dont les parents sont morts aujourd'hui. Non, je vous ai dit, j'en ai aussi qui sont morts, des parents, vous en doutez bien. Je vous ai dit qu'au début de notre entretien, que ce gouvernement de Joseph Kabila avait échoué pour établir un État, pour le consolider, un État qui soit efficace et qui soit capable des mesures et des protections de nos concitoyens. Cet État dans l'administration de la territoriale a été d'une légèreté sans pareil. La manière, non, la manière, non, il faut pas dévier. Moi, je ne dirais pas que ce qui se passe au Kasaï est une guerre tribale. Pas du tout. C'est la conséquence d'une mauvaise administration politique du pays et d'une gestion malheureuse d'une banale question coutumière qui aurait pu être gérée autrement. Et là, il y a des responsables, il faut les connaître, il faut pouvoir le sanctionner. Et personne aujourd'hui ne le dit et personne n'a pris de sanctions. Ensuite, il y a des politiciens à mal de positionnement qui peuvent utiliser une situation pour la transformer en guerre, conflit ethnique, tribal. Tous les Kassaïens de bon sens, dont moi-même, nous nous battons pour que ce conflit ne devienne jamais un conflit tribal. Nous allons dans les partis politiques, dans les activités des partis politiques. Nous prenons deux partis politiques, l'UNC et l'UDPS. Disons, l'INC a suivi le message des évêques. Les évêques disent que tout va mal dans notre pays. Et le mot d'ordre, c'est le debout congolais. C'est eux les gardiens de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc l'accord est menacé. Nous devons le sauver. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà pourquoi l'INC ne va pas attendre que les choses se gâtent totalement et que le mal devienne irréversible avant de tirer la sonnette d'alarme.
l'INC aujourd'hui est clair. Doit appliquer l'accord intégralement, cap vers les élections, et ces élections doivent se tenir au plus tard le 31 décembre 2017. Avec ou sans l'installation du CENSA, la CENI doit nous donner le calendrier électoral, la feuille de route qui retrace toutes les opérations électorales. Il n'y a pas plus grand CENSA que le peuple congolais qui va surveiller au quotidien l'application de l'accord. Nous disons, ce combat pour les élections ne doit pas être un combat de l'INC seul. Voilà pourquoi nous invitons toutes les forces politiques et sociales pour que nous puissions mener ce combat pour l'intérêt de notre peuple. Mettons de côté nos considérations personnelles, nos intérêts personnels, privilégions d'abord ce que le peuple attend, c'est-à-dire le changement par la voie démocratique. L'INC ajoute ceci. Si dans les meilleurs délais, les mesures ne sont pas prises par le gouvernement pour remédier à cette situation désastreuse, il en tirera toutes les conséquences. L'UDPS demande au peuple congolais de se mobiliser et de s'impliquer dans les démarches visant l'organisation des obsèques de Etienne Tshisekedi. Ce après abandon de poursuite du consensus avec le gouvernement, a souligné son secrétaire général. Jean-Marc Okabonde annonce la récupération de la situation par la famille et les membres du parti. Le président Etienne Tshisekedi Wamulumba doit être absolument inhumé avec honneur et dignité, non pas à l'étranger, mais au pays, sur les sols de ses ancêtres. L'UDPS et la famille biologique annoncent solennellement qu'elles prennent acte du désistement de l'État congolais dans l'organisation des dites obsèques. Par conséquent, elles décident de rapatrier par leurs propres moyens la dépouille mortelle du président à la date qui sera incessamment communiquée. S'agissant de la crise qui sévit au pays, l'UDPS dit ne plus tolérer aucune impunité. Elle salue pour ce faire la commission d'enquête internationale sur le massacre du Kasaï. La situation politique de notre pays reste tendue à la suite de la non-tenue de l'élection présidentielle en décembre 2016. Cette situation de crise voulue et entretenue par Joseph Kabila a cependant un effet néfaste sur l'ensemble de la vie nationale, notamment au plan politique, sécuritaire, socio-économique, des droits et libertés et du processus électoral. Devant cette situation désastreuse, la communauté internationale avait pris l'heureuse initiative, du reste saluée par l'UDPS et le peuple congolais, de mettre en place une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a envie de faire la lumière sur ces graves violations de droits humains. Notez qu'au cours de ce point de presse, l'UDPS appelle les militants et militants du parti à se tenir prêts pour des actions qui seront décrétées à l'issue des travaux du prochain conclave du Rassemblement. Délice Sanka, nous avons suivi, je dirais même religieusement, Vital Kamerhe. Vous partagez aussi son point de vue. L'essentiel, c'est cap vers les élections. Laissez de côté un peu vos égos personnels pour voir un peu l'intérêt de la population congolaise. Vous savez, j'ai pour habitude de dire, lorsqu'on a en vue l'intérêt général, on ne se rend pas compte du désastre lorsque celui-ci nous frappe individuellement. En ce qui nous concerne, le Rassemblement, l'Alternance pour la République, nous avons donné toujours notre position. Nous avons considéré qu'il y avait eu de la forfaiture dans ce qui a été fait le 18 octobre, comme il y a eu de la forfaiture dans la manière dont on a abordé les arrangements particuliers qui sont devenus des arrangements singuliers.
Alors, chacun tirera sa part des responsabilités. Nous disons tout simplement qu'en tant que rassemblement, nous sommes restés sur la même ligne pour demander à ce que notre peuple soutienne l'application de l'accord dans tous ces éléments, c'est-à-dire la décrispation politique et la tenue des élections. Ils se sont accaparés du volet institutionnel SENSA, ça ne nous concerne pas et nous ne rentrerons pas dans ces remue-ménages qui est interne aux signataires des arrangements singuliers. Ça ne nous concerne pas. Par rapport à la mobilisation, et c'est aussi, selon une certaine opinion, le mot d'ordre de la SENCO, est-ce que vous appelez aussi le peuple dans la rue, l'envol des actions? Est-ce que vous envisagez des actions dans la rue, Denis Sesanga? Écoutez, ensemble avec tous les autres. Prenez-vous en charge? Écoutez, c'est dans notre pays, il y a une série de libertés qui sont garanties, notamment l'article 64, qui demande à ce que le peuple fasse obstacle à tout celui qui prend le pouvoir ou veille demeurer en violation de la Constitution. Manifestement, aujourd'hui, en dépit de l'accord politique, il apparaît clairement qu'une partie de nos concitoyens viennent prendre en otage la situation du pays et éviter l'organisation des élections, continuer à exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Pour cela, nous nous mettrons debout, comme nous l'avons fait par le passé, pendant que d'autres étaient aux endroits que vous connaissez, où ils sont toujours. Nous n'avons pas attendu, si vous voulez, que la communauté internationale s'y prononce. Nous sommes heureux que la société, que la SENCO, qui est une des composantes essentielles de la société civile de notre pays, en appelle... L'Église catholique est-elle encore l'Église au milieu du village? En appel... Quand l'Église appelle la population... Elle est au milieu du village parce que dans le cadre de sa mission prophétique, vous savez, elle doit veiller à la santé politique du pays et à l'état dans lequel se trouvent leurs croyants. Et aujourd'hui, la situation du pays ne peut laisser dupe personne pour dire que le pays va très mal. Je l'avais dit dans mon point de presse que le pays était en train de se mourir. Et donc, c'est un constat général que de pouvoir appeler la population à la mobilisation. Parce qu'il ne faut pas que maintenant, il y ait des gens qui prennent prétexte de ce que nous avons signé l'accord du 31 décembre et que nous sommes devenus co-responsables de quoi que ce soit. Nous disons, la CENI doit faire son devoir, le gouvernement le sien, mais le peuple congolais dans son ensemble s'attend à ce que le calendrier soit publié comme nous avions convenu et que les élections se tiennent. Par rapport, un tout petit mot par rapport à l'enterrement d'Étienne Tshisekedi, ça commence à faire un peu... vraiment, ça prend du temps. Hein. Il est mort, le patriarche, depuis le 1er février, si je ne me trompe pas. Combien de mois? Comment on ne peut pas enterrer ce monsieur dignement? On ne comprend pas. Là aussi, c'est le manque de sens de l'histoire par rapport... à la façon dont le gouvernement a vu cette affaire, a voulu le politiser en accusant le rassemblement de vouloir faire de même, ce qui est tout à fait faux. Le sens de l'histoire, c'est que aucun de nos grands hommes politiques n'a bénéficié des obsèques nationales. Vous savez, comment ça s'appelle, Kasavubu est décédé dans les circonstances que vous connaissez. Et d'ailleurs, dans son village natal. Oui, et même Mobutu n'a pas daigné interrompre, le président Mobutu qui était, je crois, en Allemagne en ce moment-là, interrompre sa visite pour revenir pour ses obsèques. Il est mort en 69, si je ne me trompe pas. Tout un sens. Tchombe, mort en Algérie et enterré en Belgique. Mobutu, qui est mort en exil, enterré au Maroc. Bon, Laurent Désiré Kabila, qui est décédé dans les circonstances que vous connaissez, mais qui a été enterré dans un pays déchiré. Donc, on ne peut pas parler des obsèques nationales. Et voilà que nous avions l'occasion, dans un contexte où une réconciliation était en train d'être scellée, plutôt que de faire les choses en bonne et due forme, les uns ont voulu tirer la couverture de leur côté, ayant peur, je ne sais de quoi, empêchant ainsi que le corps d'un des dignes fils de ce pays, à la personne de Etienne Tshisekedi, ne puisse revenir. C'est fort dommage de voir que les gens, les dirigeants, ne puissent pas avoir le sens de l'histoire pour dire qu'il s'agissait là d'un précédent et d'une grande première.
Nous allons terminer par ce condensé, mesdames et messieurs, la restitution de la commission de crise à l'ONATRA. Vous le savez, il y a eu des chiffres énormes qui ont été annoncés de corruption à l'ONATRA, mais il y a eu des droits de réponse et tout ça. Notre rédaction a fouillé un peu ce dossier de l'ONATRA et évidemment la première sortie de la structure presse pour le progrès aux hommes de vieillards de Cabinda. Plus de détails dans ce condensé. Ils étaient tous réunis autour de leur présidente, Paulette Kimontou. Ces journalistes et membres de l'association Presse pour le Progrès veulent promouvoir les valeurs sociales. Ils se sont rendus au home de vieillards de Cabinda dans la commune de Lingwala pour assister ces personnes démunies en vivre. Dans leur gibecière, de sacs de riz, du sucre, de cartons de savon et autres. Cette action s'inscrit en marge de la sortie officielle de leur association. Paulette Kimontou, présidente de Presse pour le Progrès, explique. Presse pour le Progrès est une association qui regroupe pas seulement les journalistes, mais tous les hommes de bonne foi qui veulent, dans leurs compétences respectives, aider au progrès de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous l'avons intitulé Presse pour le Progrès. La presse, comme vous le savez, c'est l'élément qui lie les gouvernants et les gouvernés. C'est grâce à nous qu'il y a des informations. C'est grâce à nous que le message passe. Nous sommes l'élément catalyseur, la presse. C'est pour ça que nous avons créé cette association. Et pour notre première sortie, nous sommes venus chez les vieux. Les vieux en Afrique, vous connaissez ce que ça veut dire. La symbolique des vieillards en Afrique, c'est la sagesse, hein, c'est la bénédiction. Alors nous sommes venus chez eux pour que ces vieillards-là puissent bénir cette association. Parce que c'est grâce à ces vieillards qui sont des baobabs en Afrique que nous avons la sagesse. Nous sommes venus, nous avons donné le peu que nous avons et ils étaient très contents. Les membres de Presse pour le Progrès ont dit à leur tour leur satisfaction pour l'aide apportée à ces personnes de troisième âge. Presse pour le Progrès, avec le peu que nous avons pensé en nos vieux. Pour nous, c'est juste une ouverture de notre activité. Avec comme devise, aimons nous vivants. On doit d'abord faire un geste vis-à-vis de nos pères et nos mères, tant qu'ils sont vivants. On ne peut pas attendre qu'ils soient morts pour qu'on puisse venir avec des gerbes de fleurs. Les bénéficiaires ont à leur tour également remercié tous les membres de l'association Presse pour le Progrès pour l'assistance leur apportée. D'abord, c'est l'état des lieux de la situation de l'ONATRA, précisément celle liée aux agents. Une situation qui est consécutive aux actes de mégestion auxquels l'ex-directeur général de l'ONATRA s'est distingué. Il y avait un plan de financement qui était fait par l'ancien Premier ministre Matata. C'était 14 millions qu'on devrait payer aux fournisseurs, mais malheureusement, l'ancien gestionnaire qui est M. Kimbembe n'a pas payé cet argent dans sa totalité. Donc, en dehors de 14 millions contractés qui étaient décaissés, il s'ajoute 3 millions de dollars contractés auprès des clients qui sont la Simco. Vous êtes des journalistes, vous pouvez aller vers Simco et Simco va vous édifier davantage. M. Kimbembe et son financier ont pris cet argent auprès de Simco comme quoi réhabiliter les bateaux les Mera, mais cet argent n'a jamais été utilisé pour la réhabilitation de ce bateau. Et donc jusqu'à aujourd'hui, la SCTP doit encore à ce client ou à ce fournisseur là-bas de l'argent qui a déjà été décaissé et qui a été mis non pas dans le compte, placé non pas dans le compte de la société, mais dans le compte des particuliers. À en croire le rapport de la commission d'enquête initiée par l'administration de l'ex-ONATRA, Kimbembe a engagé l'entreprise dans plusieurs contrats opaques. Les membres de la commission ont relevé que non seulement l'ancien directeur général, M. Kimbembe Mazunga, a outrepassé ses pouvoirs en signant ce contrat, mais aussi sur terrain, les membres de la commission ont aussi relevé que le conseil d'administration n'a pas été informé, moins que encore l'actionnaire unique, compte tenu de la nature du contrat qui tend à modifier la destination du patrimoine immobilier de la société et également compte tenu de la situation du site qui revêt un caractère de souveraineté. Voilà ce qui pousse la présidente de la PCA à résilier certains. J'ai instruit les DG de résilier purement et simplement ce contrat. La commission a aussi révélé et alerté l'opinion de sites de l'ONATRA victimes des spoliations de contrats signés par Kimbembe.
Delis Esanga, comment on peut citer autant de sommes faramineuses de corruption, de détournement dans une entreprise d'État? Incroyable dans ce pays. Quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas de bonne gouvernance, quand les règles de gestion ne sont pas claires, ce qui est dit à l'ONATRA, on peut le dire dans toutes les entreprises. J'ai suivi les cas Logefrem, dans d'autres cas, dans d'autres entreprises. L'échec de la politique des entreprises, de la réforme des entreprises publiques. Mais ma collègue qui est PCA au niveau de l'ONATRA, je dis simplement, vous savez, on ne soigne pas un cancer avec un cachet d'aspirine. Je crois que c'est des petites solutions sans lendemain. Est-ce que c'est pas aussi la vraie solution, la politisation des entreprises? Est-ce que vous la solution pas, dans le portefeuille. Je vous en prie, vous à l'Assemblée nationale, prendre une loi ou une mesure pour interdire la politisation des entreprises, prendre des experts ou les enfants maison et leur laisser gérer les entreprises au lieu de prendre Delis Esanga et le mettre à l'OGFREM, prendre Delis Esanga et le mettre à l'ONATRA. Pourquoi politiser les entreprises? C'est peut-être une des causes de la faillite des entreprises congolaises. Parce que Delis Esanga ne viendra pas, je suis au barreau et ça me suffit. Donc je dis, non, ce que je vais dire, c'est que la réforme des entreprises publiques a été une calamité, elle n'a pas été suivie, comme la plupart des réformes qui sont faites. Les lois, on les prend, mais ce qui casse ce pays, c'est la patrimonialisation de l'État. C'est l'utilisation de l'État à des fins partisanes. C'est l'utilisation de toute parcelle de pouvoir, non pas dans le sens de l'intérêt général des Congolais, y compris de ceux qui y travaillent, mais dans l'intérêt général de ceux qui sont au pouvoir et parfois de l'intérêt personnel de celui qui dirige. Et ça, c'est mauvais. Ce qui se passe au Kasaï, la dérive sur l'affaire des Kamouina Sapou, et ce qui se passe à l'ONATRA là, c'est exactement la même chose. Sauf que dans un cas, il s'agit de la mauvaise gestion de la territoriale. On veut se l'apprivoiser, l'utiliser pour des besoins politiques. Et là, on veut l'utiliser pour des raisons financières. Le clientélisme est l'ennemi de la démocratie. On ne devrait pas admettre ce type de comportement. Mais comment faire cesser ce type de comportement? C'est un cancer. Comment faire cesser cela? C'est un cancer. C'est un cancer. Vous avez des commissions chez vous, vous n'agissez jamais. C'est des cachets d'aspirine. Jamais dans... Ce n'est pas nous qui ne sanctionnons pas. C'est la majorité qui refuse de sanctionner. Vous savez, pendant les 1+4, je vais vous dire, nous avions un parlement dont les élus, dont les membres n'étaient pas élus, mais il y a eu le rapport Bakandeja et il y a eu des têtes qui sont tombées. Connaissez-vous combien de têtes qui soient tombées sur les 10 dernières années sur la base d'un rapport d'enquête? C'est une impunité consacrée comme méthode de gouvernement. C'est le clientélisme érigé en valeur et c'est la corruption de toutes les sphères publiques. Et ces cancers doivent être déracinés par les élections, par l'alternance par rapport au politique. Kasaï, y a-t-il des entreprises au Kasaï? Ce n'est pas la pauvreté aussi qui pose tout ça au Kasaï? Est-ce qu'il y a des entreprises viables au Kasaï, à Luisa ou ailleurs? L'activité... À part l'Amiba peut-être, en quelques poussières de secondes. Encore que l'Amiba a été pillée complètement et n'a jamais été reconstruite. Il n'y a pas d'activité économique comme telle au Kasaï. Les Kasaïens vivent de leur indépendance, de leur liberté. Ceux qui cultivent le font, ceux qui se débrouillent dans les commerces le font. Et c'est fort dommage. Chez moi, aujourd'hui, il y avait ce projet effectivement d'ouverture sur l'Angola que nous avions toujours souhaité et qui pouvait bien commencer pour multiplier les échanges et les flux et permettre l'approvisionnement de nos populations à bas coût. Mais hélas, la situation de la guerre est venue rompre cela. Nous espérons que le retour à la paix va nous permettre d'y aller. Vous avez parlé de l'Angola. Que font les députés originaires du Kasaï par rapport à l'aide aux réfugiés de l'Angola? Écoutez, est-ce que vous pensez qu'un député... C'est vrai que ce n'est pas le rôle du député. C'est pas le rôle du député. Il y a quand même... C'est pas le rôle du député. Est-ce que vous avez une structure qui peut aider ces gens en Angola? J'ai monté en ce qui me concerne avec d'autres. L'a fait, hein, on a dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous les nationaux, par rapport à ces réfugiés? Nous remercions ce que le syndicat a fait. C'est quelque chose de très bien, de très louable envers ses frères kassaïens qui sont dans la détresse. Nous avons créé le Fonds de solidarité pour le Kasaï qui est en train aujourd'hui de récolter à travers le monde et à l'intérieur du pays un certain nombre de soutiens pour venir en aide pas seulement aux réfugiés, mais aussi aux Kassaïens qui sont en détresse. Il faut savoir qu'il y a des millions aujourd'hui de nos concitoyens
au Kasaï même et qui ne sont pas allés en Angola, qui sont en situation de détresse et vers lesquels il faut pouvoir aller pour les aider. Oui, les déplacés internes. Mais ceux qui sont restés aussi sur le lieu sont dans une situation de détresse absolue. Il faut aller vers eux pour pouvoir les aider. Voilà, le message est lancé pour aider nos compatriotes, pas seulement du Kasaï, mais aussi de l'Est, parce qu'à Fizi aussi, et partout en République démocratique du Congo. J'en profite peut-être pour lancer un appel et dire que le Fonds de solidarité pour le Kasaï n'est pas là seulement pour informer, mais il est là aussi pour recueillir ce fonds. Et ceux qui sont disposés à pouvoir le faire peuvent prendre contact avec nous afin que ceci puisse avancer. Merci donc à Denis Sessonga d'être passé à la barre. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique. Et en tout cas, bon début de semaine pour tous les journalistes et membres de la structure Presse pour le Progrès. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.